Bonsoir. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur ce nouveau contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à visionner et partager ces contenus, ces capsules. 2000 à peu près dans cette période de confinement. Donc je suis très heureux de ça et ça me donne vraiment envie de vous retrouver à la fin de l'année sur cet événement du mois d'octobre dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Ce soir, je voulais ouvrir un sujet plus général, partant du Covid, bien sûr, pour réfléchir avec vous sur des questions de système et de co-viabilité systémique qui pourraient être à l'origine, selon certains experts, de l'émergence de ce type de zoonose. Donc je vais évoquer la biodiversité, la question de biodiversité dans cette gestion systémique, et le rapport Meadows de 1972 qui donnait une certaine vision de ce qui nous arrive aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais détailler avec vous. Donc, pour commencer, je voudrais vous dire que je fais référence à un article que nous avons publié sur cette page LinkedIn qui s'appelle Covid-19 ou l'émergence de la décision polycentrique dans la gestion d'une crise sanitaire globale, article dans lequel nous nous intéressions aux causes systémiques de systèmes ou des systèmes en interaction qui sont à l'origine de l'émergence de maladies virales de type animal qu'on appelle des zoonoses et qui sont liées à des variations dans les changements démographiques, le comportement des individus, les modifications écologiques et l'habitat de certains animaux en particulier, et puis en relation avec l'insuffisance des systèmes de santé ou des systèmes de soins à travers le monde. Et donc la question qui se pose ici, c'est comment assurer la viabilité ou la co-viabilité de ces différents systèmes. Écosystèmes animaux, écosystèmes humains, système économique évidemment, avec ce déconfinement actuellement en cours, nous verrons les causes les conséquences économiques et systématiquement économiques de cette situation. Et donc voir comment ces différents systèmes écologiques, humains, systèmes de santé, systèmes économiques sont en interaction et produisent un certain nombre de phénomènes. Et donc, vous voulez, on peut inverser la causalité en disant, OK, le Covid est la cause de ce qui nous arrive sur un plan économique, mais Covid est en lui-même une conséquence d'un certain nombre de déséquilibres systémiques qui sont étudiés depuis très longtemps, et en particulier dans le rapport Meadows dont je vais vous parler. Mais d'abord, il est avéré que l'origine est animale pour ce SARS-CoV-2, et les scientifiques spécialisés dans ces sujets d'écologie nous alertent aujourd'hui sur le risque de voir se propager d'autres pandémies si l'homme poursuit son utilisation toujours plus intense des ressources planétaires, et en particulier s'il déforeste et s'il détruit des écosystèmes qui sont aujourd'hui dévolus à des animaux sauvages, tels la chauve-souris ou le pangolin, qui ont régulièrement été cités dans cette situation de zoonose. Alors les zoonoses sont des maladies ou infections qui se transmettent de l'animal à l'humain, c'est-à-dire qui franchissent la barrière interespèce. On pourrait dire que le virus, finalement, à la recherche, même s'il ne recherche pas activement, mais en tout cas, dans cette expansion biologique, recherche à maintenir son espace vital. Et si l'espace vital des espèces réservoirs se réduisent à la faveur des interventions humaines, le virus, lui, va s'étendre aux espèces qui viennent conquérir ce territoire, donc l'être humain. Et c'est ce passage de la barrière interespèce qui rend le virus plus dangereux que la plupart des coronavirus que nous rencontrons et qui occasionnent chez nous de simples rhumes. Parce que le virus lui-même va devoir s'adapter à un nouvel hôte. Il va passer d'un animal, le pangolin ou la chauve-souris, à l'homme. Et dans cette adaptation, on va produire un certain nombre de défenses, va produire un certain nombre d'adaptations antigéniques pour pouvoir poursuivre sa vie, ou en tout cas son activité, parce qu'on ne parle pas réellement d'entité vivante avec le virus, dans une nouvelle espèce qui est l'homme. Et c'est cette adaptation, semble-t-il, qui produit ces effets catastrophiques pour l'homme.
Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, 60% des maladies infectieuses humaines ont cette origine. Un chiffre qui grimpe à 75% pour les maladies émergentes telles que Ebola, qu'on a connu en Afrique et en Guinée il n'y a pas si longtemps, le sida, dont on pensait qu'il était issu d'un singe africain, et les grippes aviaires et autres SRAS ou Zika. Et donc, dans un rapport de 2016, toujours cette PNUE, notez que l'émergence de maladies zoonotiques est souvent associée aux changements environnementaux qui sont habituellement le résultat d'activités humaines et de la modification de l'usage des sols et au changement climatique. Voilà, donc le rapport est établi aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau finalement, et vous verrez dans le rapport Meadows que ces choses-là étaient pressenties, voire même modélisées. Un chiffre tout de même pour comprendre la réalité de ce que je suis en train de vous exposer aujourd'hui. Les zoonoses, et sans compter le Covid qui nous occupe actuellement, font quelques 700 000 morts par an. C'est considérable. Alors, comment tout cela évolue-t-il? Comment ces systèmes évoluent-ils entre eux? Et finalement, on pourrait même se demander si ce Covid, cette zoonose, ne fixe pas les limites à la croissance. Et les limites à la croissance, c'est le titre d'un ouvrage paru en 1972, dont les auteurs étaient Donella Meadows, Denise Meadows et Jürgen Randers. Plus connus sous l'entité du Club de Rome, ces auteurs ont travaillé sur une modélisation informatique qui traduisait pour les années qui suivaient, c'est-à-dire pour les 40 années devant eux, à partir de 1972, les différentes évolutions qui pourraient se faire un jour entre, par exemple, les surfaces cultivées et la nourriture produite, le quota alimentaire individuel par rapport à une population, qu'on va évidemment étudier démographiquement avec ces évolutions en termes de décès annuels, de mortalité périnatale, les réserves de ressources naturelles non renouvelables à la surface de la planète, le rendement du capital, donc ils ont une dimension économique dans la calculabilité de ces simulations, la production industrielle, le capital industriel, les investissements, le taux d'investissement, les taux d'intérêt, la dépréciation du capital, la pollution, l'émission de CO2, etc. Donc, ces auteurs et ce Club de Rome ont simulé avec les moyens de l'époque, nous n'avions pas à l'époque d'ordinateurs très puissants, mais plutôt des calculateurs, ils ont simulé un certain nombre de scénarios et je vais vous en raconter l'un d'entre eux. Donc vous savez que la population mondiale augmente drastiquement et nous étions 7 milliards en 2011 et il est probable qu'en 2050 nous serons aux alentours de 10 milliards par an. Donc c'est une des données du problème. Et évidemment, cette tendance historique de l'évolution de la population mondiale a un impact sur le stock des ressources non renouvelables et donc sur le quota de nourriture par habitant, les services par habitant, la production industrielle par habitant, la pollution globale que génèrent ces habitants de la planète, etc. Et évidemment, tout ça, selon les courbes que vous voyez à l'écran, donne un certain nombre de pics, de vallées et de limites, qui sont les limites structurelles de notre planète. Et vous voyez que dans la limite à la croissance, ce n'est pas simplement une injonction, ce n'est pas simplement dire nous devrions fixer des limites à la croissance, non. Ce sont des systèmes qui comportent en eux-mêmes les propres limites. Un système est toujours limité structurellement. Et surtout lorsqu'il est en interaction avec d'autres systèmes, il y a une coviabilité systémique qui fait qu'à partir d'un certain seuil, soit un système collapse, soit il est neutralisé par un autre système. Et c'est ce que l'on voit sur la courbe. En 2030, d'après, encore une fois, cette étude de Meadows 1972, en 2030, il nous disait que la population commence à décliner suite à l'effondrement des années précédentes. Et les années précédentes, c'est les 20 années précédentes qui se situent entre 2010 et 2030. Nous sommes en 2020, et vous verrez sur la courbe que c'est l'asymptote de la courbe, c'est le pic de la courbe en 2020. Alors, la crise Covid va-t-elle matérialiser ce début des limites de la croissance et le début d'un nouveau système?
évidemment, nul n'est prophète, mais il est difficile d'imaginer que, alors que ces scénarios du rapport Meadows se sont vérifiés dans bien d'autres domaines, y compris le domaine économique, et qu'en particulier ce qu'ils appellent le scénario de stagnation séculaire était en train de se manifester dans nous, c'est-à-dire un certain équilibre de la croissance mondiale entre les pays asiatiques et les pays occidentaux, avec un ralentissement des pays occidentaux. Tout ça tente à montrer que ces courbes suivent la réalité depuis 40 ans et que donc on peut imaginer qu'il soit prédictif de ce scénario au-delà de 2010 et donc 2030, avec un certain nombre de limites structurelles, et que à ce moment-là, la crise Covid pourrait manifester le début d'un frein de cette croissance. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Évidemment, je suis sûr que ça peut amener des commentaires, et je serais ravi d'y répondre. C'est une approche personnelle, hein, évidemment, que je propose aujourd'hui, dans cette interrogation qu'on doit tous se poser sur l'équilibre de nos systèmes, les systèmes de santé, les systèmes économiques, mais aussi, plus largement, les systèmes qui seraient à l'origine, les écosystèmes qui seraient à l'origine de l'émergence de ce type de maladie, car si rien ne change, toute chose étant égale par ailleurs, alors il est probable que de nouvelles épidémies de ce type voient le jour dans les années qui viennent. Et vous savez que ces scénarios épidémiques étaient envisagés depuis facilement 20 ans, hein, depuis les H1N1, H5N1, SRAS et autres grippes aviaires. Nous savions évidemment qu'un jour ou l'autre, la pandémie se développerait, même si H1N1 en France n'a pas produit d'effets délétères. La France était préparée à cette époque-là, à cette grippe H1N1. Alors heureusement ou malheureusement, elle ne nous a pas touchés, mais probablement que si H1N1 avait été plus virulent au début des années 2010, il est probable que les systèmes de santé, en France en particulier, auraient été mieux préparés. Mais c'est une autre histoire dont nous pourrons parler dans un autre contenu. Je vous encourage évidemment à mettre un pouce, à liker, à mettre des commentaires, c'est très important pour me suggérer d'autres contenus, mais aussi de partager ce contenu. Et puis, en espérant nous retrouver autour de ces questions à la fin d'année, en octobre, pour les rencontres d'attachés de recherche et de techniciens d'études cliniques. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être aussi nombreux à suivre ces contenus. Prenez soin de vous.